Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants de réflexion sur un mot. Le mot d'aujourd'hui que je vous propose, ou de cette semaine, c'est le mot alternative. Alors pourquoi je choisis ce mot? Parce que ce mot a été interdit, enfin pas le mot qui a été interdit, mais la notion a été interdite par la fameuse phrase de Madame Thatcher, alors Premier ministre du Royaume-Uni, et qui disait qu'il n'y avait pas d'alternative à la politique qu'elle voulait mener. Elle disait ça en anglais, there is no alternative, et depuis, il y a un acronyme qui est issu de cette phrase, qui est TINA, there is no alternative. Et quand j'entends ce mot-là, la proposition que je vous fais, c'est qu'il me semble quand même que quand les hommes en sont réduits à ne plus proposer d'alternatives, ou à ne plus y penser, ou à ne plus élaborer d'alternatives, il me semble qu'il y a une sacrée défaite de la pensée. Et il me semble donc qu'on serait plutôt dans cette défaite-là. Étymologiquement, alternatif, ça vient d'un mot latin alternus, qui voulait dire une chose puis l'autre, sachant que la racine évidemment c'est alter, c'est autre. Et puis ça a été employé pour dire que les choses se succèdent. Par exemple, des cultures alternatives, n'y voyez aucune notion écologique, mais bien sur un champ, on fera plutôt cette culture-là, et puis l'année prochaine plutôt une culture qui lui succédera, etc. Donc des choses qui te succèdent. Et puis enfin, plus récemment, ce mot a pris le sens de, comment dire, pour décrire une situation dans laquelle il y avait deux possibles, et qu'il fallait en choisir un. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus deux possibles, mais un seul possible. Et ça fait depuis 1970, 72, 74, je ne sais plus exactement, où nos sociétés sont réputées être entrées en crise, et que les mêmes recettes sont appliquées, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus de la même chose parce qu'il n'y a pas d'alternative proposée, et que ce peu plus de la même chose, évidemment, ne peut donner que le même résultat, ce qui est le cas, c'est-à-dire une crise qui s'enfonce dans la crise et du malheur qui s'ajoute au malheur. Alors, est-ce qu'on peut faire, comment pourrait-on sortir de cette situation dans laquelle il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas deux possibles, mais un seul possible? Et donc, que je considère moi comme une défaite de la pensée ou de l'intelligence. Eh bien, je pense que la première chose qu'on devrait regarder de près, c'est le vocabulaire que nous employons, et ce vocabulaire couramment que nous employons est totalement consacré, me semble-t-il, à l'économie. Donc il est technicisé, et il ne faut pas plus d'une centaine de mots pour globalement décrire l'économie et son fonctionnement. Et 100 mots ne suffisent pas pour faire un autre projet qu'un projet économique, un projet technique, c'est-à-dire qu'il nous faudrait plus de mots que cela pour faire un projet politique, pour s'extraire de l'économie, de la technique, la gestion, et puis rentrer dans un projet politique, et élaborer un projet politique. La deuxième, me semble-t-il, c'est qu'il faudrait peut-être analyser ce qui fonde la société dans laquelle nous sommes, et ses fondamentaux et mis en œuvre sont en échec. Donc la question c'est, quels sont ces fondamentaux d'une part, et d'autre part, interrogeons-les pour savoir pourquoi ils nous mènent à l'échec. Alors j'en vois quelques-uns, évidemment, je ne les vois pas tous, mais je voudrais vous les soumettre, au risque quelquefois peut-être de vous choquer, mais un des fondamentaux de notre société, c'est le travail, probablement issu de cette vieille ancienne qui était l'oisiveté mère de tous les vices. Celui qui ne travaille pas serait sujet à l'alcool, aux boissons, aux femmes et au plaisir, pour les hommes. Et donc, comment dire, il y a quelque chose dans le rapport au travail, probablement issu de la condamnation divine, qui fait qu'il faudrait travailler plus tout le temps, le dimanche, le soir, et arrêter de peut-être jamais travailler au nom de je ne sais quel argutie économique, parce que le travail a l'air de manquer. En tous les cas, c'est ce que vous devez constater aussi. La deuxième chose qui m'a intéressé aussi, c'est qui fonde notre société, c'est la consommation. La consommation, pourquoi? Parce qu'elle est l'objet de plaisir, objet de satisfaction, elle est objet de désir surtout, et puis elle serait à même de nous faire atteindre le bonheur, ce qui me semble complètement faux. Donc il ne me semble pas que parce qu'on consomme on est heureux, et je ne le vois pas en tous les cas dans notre société. Le troisième fondement, me semble-t-il, qui est lié à notre système démocratique, est la représentation.
la représentation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui votent pour des gens qui vont les représenter, qui sont censés porter la voix de ceux qui ont voté pour lui. Or, on le voit dans les débats à l'Assemblée nationale, je l'ai déjà dit ailleurs, en fait, ces gens représentent eux-mêmes, leur parti, des lobbies, mais rarement la voix du peuple, et donc il y a un échec total. D'ailleurs, comment pouvait-on considérer qu'en donnant un pouvoir à quelqu'un, il n'allait pas s'accaparer ce pouvoir, donc le pouvoir du votant, pour lui-même? Et puis un autre fondement qui est la croissance des richesses d'une façon éternelle, qui est un fantasme dans le fond, et ce fantasme se révèle aujourd'hui. La croissance éternelle, ça n'existe pas, la croissance des richesses, ça n'existe pas. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule richesse possible, c'est la richesse matérielle, et que les richesses humaines, les richesses spirituelles, les richesses intellectuelles, les richesses de la langue, n'existent pas, et qui ne sont pas, et que, en tous les cas, elles n'intègrent pas les fondements de notre société. Et puis enfin, évidemment, on pourrait toujours parler des énergies fossiles et nucléaires. Nucléaire, on voit bien que ça va devenir un échec. À chaque fois, ils sont cuisants, hein, entre Three Mile Island, entre Fukushima, entre Tchernobyl. Et puis l'énergie fossile, on sait qu'un jour ou l'autre, cette énergie-là ne sera plus disponible, ou alors à des coûts exorbitants, à des coûts ou financiers ou environnementaux exorbitants. Ce que je veux dire, en fait, c'est que si on veut poser un projet politique, il faut regarder comment est politiquement organisée notre société, et en faire une sorte d'analyse critique pour montrer les choses qui ne fonctionnent pas, et les interroger même si elles nous sont chères, ou même si elles nous sont habituelles. Et puis, dans l'alternative, il y a le mot « autre », je vous l'ai dit au début de notre entretien, de notre réflexion, et il me semble qu'il y a une disparition de l'autre. En fait, non seulement l'alternative a disparu, mais l'autre disparaît aussi derrière ce qu'il est devenu tout dans le monde entier. Un consommateur qui va dans les grandes boutiques, qui sont les mêmes, que ce soit à Shanghai, que ce soit à Mexico, que ce soit à Paris ou que ce soit à Londres. L'autre est en train de disparaître. Et je crois que c'est probablement parce que l'autre disparaît que l'alternative n'est plus possible, au moins pour le moment. Merci de votre attention. À très bientôt pour un prochain mot, une prochaine fois. Au revoir.